Le 30 janvier 1943, Adolf Hitler prit la plume et signa la promotion la plus étrange de toute la guerre. Un homme piégé dans un sous-sol sous les ruines d'une ville soviétique, complètement encerclé, sans ravitaillement, sans espoir de secours, et avec des dizaines de milliers de ses soldats mourant de froid et de faim, venait de devenir feldmaréchal du Troisième Reich. La logique de Hitler était macabre, mais transparente. Dans l'histoire de l'armée allemande, aucun feldmaréchal n'avait jamais été capturé vivant. Si Friedrich Paulus acceptait la promotion, l'implication était claire. Il devait se suicider avant de tomber prisonnier. Le Führer l'exprima même verbalement devant son état-major, signalant qu'il était incompréhensible qu'un homme dans cette position ne mette pas fin à sa vie immédiatement. Paulus ne se suicida pas. Le 31 janvier 1943, à peine 24 heures après avoir reçu son nouveau rang, des soldats soviétiques descendirent dans le sous-sol de l'ancien grand magasin Univermag, sur la place rouge de Stalingrad, où demeurait le dernier poste de commandement allemand. Là, ils trouvèrent un homme de presque 2 mètres de haut, mince, avec un tic nerveux sur la joue gauche, qui s'était accentué pendant les mois de l'encerclement, vêtu d'un uniforme impeccable malgré les circonstances. Friedrich Wilhelm Ernst Paulus, feldmaréchal, remit son pistolet. Cet acte, qui ne dura que quelques minutes, déclencha 10 ans de captivité, une transformation politique qui bouleversa l'Allemagne, un témoignage dans les procès les plus importants du XXe siècle, et une vie finale sous la surveillance permanente de la police secrète d'un État qui ne finirait jamais de se fier à lui. L'histoire de ce qui arriva à Paulus après Stalingrad est à bien des égards aussi extraordinaire que la bataille elle-même. L'architecte de la catastrophe. Pour comprendre ce qui s'est produit après la reddition, il faut comprendre quel type d'homme était Friedrich Paulus sur le plan le plus concret, non comme symbole, mais comme personne. Car l'histoire tente à transformer ses protagonistes en archétypes, et Paulus, plus que presque personne, résista à cette simplification. Ses contemporains le décrivaient avec une cohérence frappante qui s'étendait sur des décennies. Il était grand, autour de 2 mètres, avec une complexion mince qui contrastait avec les types plus corpulents que l'on admirait habituellement dans l'armée prussienne. Il s'inclinait légèrement vers l'avant lorsqu'il parlait avec des personnes plus petites, comme s'il faisait une concession permanente à la différence de taille. Les cols de ses uniformes étaient toujours impeccables, les bottes toujours cirées. Il y avait dans cette attention à l'apparence extérieure quelque chose que ses biographes ont interprété comme l'insécurité de quelqu'un qui sait que son lignage n'est pas à la hauteur de sa position et qui compense par une méticulosité visible ce qu'il ne peut compenser par des titres de noblesse. C'était aussi, selon tous ceux qui l'ont connu, un homme qui ne savait pas se déconnecter du travail. Il abusait du café et du tabac. Il passait des heures à table à revoir des documents qu'il avait déjà revus. Il rédigeait et rédigeait chaque ordre jusqu'à trouver la formulation exacte. Il restait éveillé jusque tard dans la nuit en repassant mentalement les décisions du jour. Un collègue se souvenait l'avoir entendu parler à voix basse avec lui-même pendant la nuit, repassant les événements, révisant les alternatives, cherchant des erreurs. Cette compulsion vers l'exactitude était sa plus grande vertu comme planificateur et probablement sa plus grande limite comme commandant. La guerre n'attend pas que l'on trouve la formulation parfaite. La guerre exige des décisions dans l'incertitude, très souvent avec des données incomplètes et un temps insuffisant pour l'analyse. Le général Heim, qui le connut pendant des décennies, rappela une anecdote de ses années dans la Reichswehr. Pendant des manœuvres, Paulus fut appelé d'urgence à remplacer son commandant dans une situation de crise qui exigeait une décision rapide. Le jugement du supérieur fut « manque de force de décision ». Heim ajouta que personne ne le prit très au sérieux à ce moment-là. Des années plus tard, à Stalingrad, cette même caractéristique aurait des conséquences que personne ne put ignorer. Ce n'était pas un homme de discours ni de gestes. Il ne montait pas à cheval devant ses troupes. Il ne se faisait pas photographier en première ligne. Il visitait régulièrement le front, mais de manière discrète pour observer et écouter, non pour être vu. La mise en scène héroïque que d'autres généraux, comme Rommel ou Reichenau lui-même, cultivaient avec délectation, lui provoquait un rejet physique. Cette aversion pour le théâtre militaire avait quelque chose de pudeur authentique et quelque chose de conviction professionnelle. Il croyait que la place d'un commandant était le poste de commandement avec les cartes et le téléphone, non les avant-postes avec les chars.
Ce qu'il avait, et cela est crucial pour comprendre ce qui s'est produit après Stalingrad, était une conscience morale plus active qu'on ne le lui reconnaissait habituellement. Il n'était pas l'automate obéissant que certains critiques voulurent construire. Lorsqu'il prit le commandement de la 6e armée, l'une de ses premières décisions fut d'annuler l'ordre que Reichenau avait donné le 10 octobre 1941, un ordre qui invitait les soldats allemands à devenir des porteurs d'idées raciales et des vengeurs contre le judaïsme international. C'était un ordre qu'Hitler avait loué et recommandé comme modèle pour toute l'armée orientale. Paulus l'annula. Il donna aussi des instructions pour que l'ordre des commissaires, qui ordonnait de fusiller les officiers politiques soviétiques capturés, ne soit pas appliqué sous son commandement. Ces décisions avaient un coût. Elles auraient pu mettre fin à sa carrière. Elles ne le firent pas parce que Paulus avait l'appui suffisant de Halder, son mentor à l'état-major, et parce que la Wehrmacht, en 1942, permettait encore une certaine laxité au commandant dans l'application des ordres les plus extrêmes. Mais elle révèle que l'homme qui se rendit ensuite à Stalingrad et témoigna à Nuremberg n'était pas quelqu'un sans conscience. C'était quelqu'un dont la conscience opérait à l'intérieur des limites que sa formation et sa position lui imposaient, et qui parfois trouvait des manières d'agir à l'intérieur de ces limites et parfois non. Cette tension entre conscience et obéissance est le fil qui traverse toute sa vie adulte, et elle devient plus visible à mesure que les circonstances qui l'entourent deviennent plus extrêmes. Friedrich Paulus naquit en 1890 à Gershagen, une petite localité de l'État de Hesse. Friedrich Paulus naquit en 1890 à Gershagen, une petite localité de l'État de Hesse. Son père était fonctionnaire d'une maison de correction, un homme de la petite classe moyenne dans l'Allemagne wilhelmienne. Il n'y avait rien dans son origine qui présageât la carrière qu'il suivrait, et cette distance entre sa provenance et les cercles aristocratiques de l'armée prussienne marquerait sa psychologie pendant toute sa vie. À 20 ans, il tenta d'entrer dans la marine impériale. Il fut refusé parce que sa famille n'appartenait ni à la noblesse ni à la bourgeoisie fortunée que l'institution exigeait. Il passa brièvement par la faculté de droit de l'université de Marbourg avant de trouver une voie d'entrée dans l'armée par l'infanterie où les exigences de lignage étaient un peu moins rigides. En 1910, il entra comme cadet dans le régiment d'infanterie numéro 111 à Baden. Dans ce régiment, il connut 2 jeunes officiers roumains, les frères Rosetti Solescu, fils d'un ancien consul général de Roumanie. Par leur intermédiaire, il entra en contact avec un monde social complètement différent du sien, celui de la vieille aristocratie balkanique avec ses connexions dans plusieurs cours européennes et son sens altier du lignage. En 1912, Paulus épousa Elena Constance Rosetti Solescu, la sœur aînée de ses compagnons. Elle avait 21 ans, parlait mieux le français que l'allemand, avait été éduquée dans un couvent de Constantinople et était connue dans les cercles de la cour des grands-ducs de Baden. Ce mariage fut décisif pour Paulus à plusieurs égards. Il lui donna accès au monde social de la haute bourgeoisie européenne, lui procura un point de vue extérieur et critique sur le nationalisme allemand, et le lia par l'intermédiaire de son épouse à la Roumanie, alliée de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Elena Constance Paulus, selon tous les témoignages de l'époque, était une femme au caractère indépendant et au jugement propre. Elle considéra l'attaque contre la Pologne comme une injustice. Elle considéra la guerre contre l'Union soviétique comme une folie. Lorsque la Gestapo, à l'automne 1944, lui ordonna de changer son nom de famille pour effacer l'association avec son mari, qui était alors déjà un traître officiel du Reich, elle refusa. Elle mourut en 1949 sans avoir revu son mari depuis 1942. Tant qu'elle vécut, elle fut une voix qui murmurait dans le foyer de Paulus quelque chose que ses supérieurs ne voulaient pas entendre, que certaines des choses que faisait le Troisième Reich étaient injustifiables. Paulus passa la Première Guerre mondiale dans des postes d'état-major, développant les aptitudes qui définiraient toute sa carrière: méticulosité extrême, capacité d'analyse opérationnelle, habileté à gérer une information complexe. Ses contemporains le décrivaient comme quelqu'un qui méditait chaque décision pendant des heures, qui annulait parfois le matin ce qu'il avait décidé la veille au soir parce qu'il trouvait de nouveaux angles d'analyse, et qui ne prenait jamais une résolution sans l'avoir examinée depuis tous les points de vue possibles. Quelqu'un l'appela Fabius le Cunctator, le surnom du général romain connu pour sa stratégie de temporisation.
C'était une plaisanterie entre collègues, mais elle contenait une critique. Dans les années 20 et 30, il construisit une réputation comme l'un des meilleurs cerveaux de l'état-major allemand. Il enseigna la tactique à de futures générations d'officiers. Il participa à la création de l'arme blindée, ce nouveau type de force blindée et motorisée qui transformerait la guerre moderne. Lorsque Guderian et d'autres enthousiastes des chars luttaient contre les sceptiques de l'état-major traditionnel, Paulus fut l'un de ceux qui les soutinrent. En 1935, il devint chef de l'état-major du commandement des troupes motorisées, l'embryon de ce que seraient les divisions Panzer. Il travailla aux côtés de Guderian, qui au début se méfiait de lui et reconnut ensuite qu'il était un officier d'état-major intelligent, moderne et méticuleux. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939, Paulus était chef de l'état-major de la 6e armée sous le commandement du maréchal von Reichenau, l'un des généraux les plus audacieux et les moins conventionnels de la Wehrmacht. La relation entre les deux était presque parfaite dans sa complémentarité. Reichenau était impulsif, brillant, amateur de risques, physiquement audacieux. Paulus était réfléchi, méthodique, un génie de la planification. Paulus lui-même plaisanterait plus tard en disant que Reichenau faisait tout ce pour quoi lui-même était le moins doué, comme monter à cheval et pratiquer des sports, tandis qu'à lui revenait tout le travail. En 1940, Paulus fut nommé second chef de l'état-major général de l'armée, c'est-à-dire le 3e homme dans la chaîne de commandement de l'armée allemande. Dans cette position, il collabora activement à la planification de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. C'est lui qui dirigea les études de jeux de guerre qui établirent les fondements opérationnels du plan. L'attaque sur 3 axes vers le nord, le centre et le sud, avec la priorité stratégique sur Moscou. Il connaissait mieux que presque personne les énormes difficultés logistiques de la campagne, l'extension brutale du front, l'incapacité des réserves allemandes à soutenir une longue guerre. Il le savait, le documenta et continua. En janvier 1942, Reichenau subit une attaque cérébrale pendant sa course matinale habituelle en plein hiver russe. Il mourut quelques jours plus tard. Son dernier acte comme commandant de la 6e armée fut de recommander Paulus comme successeur. C'était une recommandation affectueuse et, en même temps, un exercice de foi aveugle. Paulus n'avait jamais commandé un régiment, une division, ni un corps d'armée. Il passait directement des états-majors au commandement de l'une des armées les plus puissantes de la Wehrmacht. L'encerclement. Ce qui se produisit à Stalingrad entre août 1942 et février 1943 est l'une des batailles les plus documentées et analysées de l'histoire militaire. Aux fins de comprendre la transformation ultérieure de Paulus, 3 éléments importent surtout. Le premier est le piège stratégique. La 6e armée avança vers Stalingrad avec les flancs nord et sud couverts par des armées alliées, l'italienne au nord et la roumaine des 2 côtés, des forces mal armées et dépourvues de chars de combat. Paulus le signala à plusieurs reprises, par écrit et en personne, y compris lors d'une réunion avec Hitler dans son quartier général de Vinnytsia en septembre 1942. Hitler écouta, promit des renforts qui n'arrivèrent pas, et ordonna que les attaques se poursuivent. Lorsque les Soviétiques lancèrent l'opération Uranus, le 19 novembre 1942, ils percèrent exactement ses flancs faibles et refermèrent l'encerclement autour de 265 000 hommes en à peine 4 jours. Le deuxième élément est la promesse non tenue. Göring garantit personnellement à Hitler que la Luftwaffe pouvait ravitailler la 6e armée par les airs. Il fallait 500 tonnes quotidiennes de ravitaillement. Les meilleurs jours, 100 arrivèrent. Les soldats commencèrent à mourir de faim et de froid en nombre qui augmentait chaque semaine. Paulus rendit compte de la situation avec une précision chirurgicale. La réponse fut toujours la même, résister. Le 3e élément est la décision que Paulus ne prit pas. En décembre 1942, le général Hoth tenta de se frayer un chemin depuis le sud avec des forces blindées. Il parvint à se trouver à 48 km de l'encerclement. L'opération prévoyait que la 6e armée sorte à sa rencontre. Paulus ne le fit pas, en partie parce qu'il manquait de carburant suffisant pour garantir le mouvement, en partie parce que Hitler avait interdit tout abandon de Stalingrad, et en partie parce que Manstein, le commandant du groupe d'armées qui supervisait l'opération, ne lui donna jamais l'ordre direct et explicite d'agir à ses propres risques et périls. Il existe une scène consignée qui condense le dilemme de Paulus.
Le colonel Van Hooven arriva au bunker la veille de Noël 1942 avec le message officieux selon lequel le haut commandement croyait que seule une rupture unilatérale de l'encerclement pouvait sauver la 6e armée. Paulus écouta, acquiesça et répondit qu'il ne pouvait pas agir sans ordres explicites parce qu'il n'avait pas de vue d'ensemble sur la situation générale du front. La réponse de Van Hooven, selon les témoignages conservés, fut que c'était exactement la situation, que personne ayant une vue d'ensemble n'allait donner cet ordre et que si quelqu'un devait le prendre, c'était lui. Paulus répéta qu'il ne pouvait pas. Ce moment, ce refus, est le point à partir duquel se mesure toute la discussion ultérieure sur sa figure. Certains y virent de la lâcheté, d'autres, l'obéissance militaire poussée à l'extrême. Paulus lui-même soutiendrait des années plus tard que dans ce contexte, avec les informations dont il disposait, il n'y avait aucune certitude que la rupture fût viable et qu'agir de sa propre initiative aurait pu faire s'effondrer tout le front sud. Le débat n'a pas de réponse définitive. Ce qui est bien documenté, c'est que le 30 janvier 1943, le 10e anniversaire de l'arrivée de Hitler au pouvoir, Paulus reçut par radio sa promotion au rang de Feldmaréchal. Le lendemain, il se rendit. La réaction de Hitler lorsqu'on lui communiqua la reddition est l'un des moments les plus crus des conférences du Führer qui survécurent à la guerre. Dans ses propres mots, transcrits ce même jour, « Ceux qui, à ces moments-là, n'ont pas le courage de continuer, n'ont pas non plus les forces pour résister. » Il les avait qualifiés de lâches et affirma que les Russes les enverraient à Moscou aux mains de la GPU et qu'ils signeraient tout ce qu'on leur demanderait. Dans ce pronostic, Hitler n'avait pas tout à fait tort, même si les motifs étaient plus complexes qu'il ne l'imaginait. Les 91 000 survivants de la 6e armée capturée à Stalingrad commencèrent une marche vers les camps de prisonniers en Sibérie, qui en tua la moitié en quelques semaines. Le froid, la faim, les maladies et l'épuisement firent ce que les balles n'avaient pas fini de faire. Sur les 91 000, environ 6 000 survivraient à la guerre. Paulus ne fit pas partie de cette colonne de spectres. Lui fut séparé du reste dès le premier moment. Son statut de feldmaréchal faisait de lui un atout stratégique trop précieux pour l'envoyer mourir en Sibérie. Il fut d'abord transféré dans un camp pour officier de haut rang à Krasnogorsk, près de Moscou, puis dans une datcha aux abords de la ville. Le traitement fut radicalement différent de celui que recevaient ses soldats. Il pouvait lire, entretenir une correspondance avec sa famille en Allemagne, recevoir des visites d'autres généraux capturés. Il menait une vie qui, comparée aux conditions des camps ordinaires, frôlait le confortable. Au début, Paulus refusa de collaborer avec les soviétiques. Il rejeta les demandes visant à lui faire signer des appels à la reddition adressés aux troupes allemandes. Il garda le silence sur les plans militaires qu'il connaissait. Les interrogateurs soviétiques, qui n'étaient pas des improvisateurs dans l'art de travailler avec des prisonniers de guerre de haut rang, ne forcèrent pas la situation. Ils attendirent. Pendant ce temps, d'autres généraux capturés à Stalingrad avançaient plus rapidement sur le chemin de la collaboration. Walter von Seydlitz-Kurzbach, qui pendant l'encerclement avait été le général le plus actif à demander que l'on rompe l'encerclement même contre les ordres de Hitler, devint le premier président de la Ligue des officiers allemands, organisation liée au Comité national pour une Allemagne libre. Ce comité, créé en juillet 1943, était une organisation parrainée par les soviétiques qui associaient des communistes allemands en exil à des officiers prisonniers disposés à faire de la propagande anti-nazie. Ses couleurs étaient le noir-blanc-rouge de l'Allemagne impériale, non le rouge soviétique, précisément pour lui donner une apparence moins communiste. L'architecte en coulisses de cette opération était Walter Ulbricht, le futur dirigeant de la République démocratique allemande et constructeur du mur de Berlin. Paulus observa tout cela depuis une distance calculée. Il ne signa pas les appels, il n'apparut pas au microphone de la radio. Il continua à lire, à écrire des notes sur la bataille, à réfléchir. Le moment d'inflexion arriva le 20 juillet 1944. Ce jour-là, le colonel Klaus von Stauffenberg plaça une bombe dans le quartier général de Hitler en Prusse orientale et s'échappa convaincu d'avoir tué le Führer. Il ne l'avait pas tué. Le coup d'État échoua en quelques heures, et la représaille de Hitler fut d'une brutalité sans précédent. Dans les mois suivants, plus de 4700 personnes liées, réellement ou supposément, à la conspiration seraient exécutées. Parmi les exécutés se trouvaient des généraux avec lesquels Paulus avait servi pendant des décennies.
Parmi les personnes torturées par la Gestapo se trouvait son propre fils Ernst Alexander, arrêté comme otage familial pour le crime d'avoir un père qui ne s'était pas suicidé à Stalingrad. 4 semaines après l'attentat raté, le 8 août 1944, Friedrich Paulus rejoignit le Comité national pour une Allemagne libre et signa son premier manifeste public appelant les militaires allemands à déposer les armes. Il était le général du plus haut rang qui, jusqu'à ce moment-là, avait franchi ce pas. Son adhésion fut un coup de propagande de première grandeur pour les soviétiques. Ce qui motiva exactement ce changement est l'une des questions auxquelles l'histoire ne peut pas répondre avec certitude. L'explication la plus simple est que les critiques adoptèrent immédiatement et qu'il céda à la pression soviétique, qu'il fut brisé ou convaincu par ses ravisseurs. L'explication que Paulus lui-même donnerait des années plus tard est plus nuancée. Que l'attentat du 20 juillet lui démontra qu'il existait en Allemagne une résistance sérieuse à Hitler et que son silence à ce moment-là signifiait soutenir implicitement un régime qui détruisait son propre pays. Que la loyauté envers le peuple allemand exigeait à ce moment-là de parler, non de se taire. Son fils Ernst Alexander, qui survécut à la guerre, écrirait plus tard que son père dans les conversations qu'ils eurent entre 1953 et 1956, insistait sur le fait que la décision de 1944 avait été authentique, non forcée, qu'il était arrivé à la conclusion que le communisme, ou du moins la collaboration avec l'Union soviétique, représentait le meilleur espoir pour l'Allemagne d'après-guerre. Que cela fût une conviction sincère ou une rationalisation d'une position adoptée sous pression est quelque chose que les historiens continuent de débattre. Ce qui est vérifiable, c'est qu'à partir d'août 1944, Paulus fut un participant actif aux transmissions radio en allemand depuis Moscou, appelant à la reddition et décrivant les conditions réelles sur le front pour contrer la propagande nazie. Ce fut une activité que ses anciens camarades en Allemagne perçurent comme une trahison et que Hitler utilisa pour justifier la répression de sa famille. Le Comité national pour une Allemagne libre, auquel Paulus se joignit formellement en août 1944, mérite une description plus détaillée parce qu'il est essentiel pour comprendre le paradoxe de cette décision. Le comité fut créé en juillet 1943, à peine 5 mois après la reddition de Stalingrad dans un camp de prisonniers près de Krasnogorsk. Son document fondateur fut signé par des communistes allemands en exil, dont beaucoup avaient fui l'Allemagne en 1933 lorsque Hitler arriva au pouvoir, et par une poignée d'officiers et de soldats allemands capturés. Les communistes, parmi lesquels Walter Ulbricht, apportaient la structure idéologique et les ressources de l'exil financé par Moscou. Les militaires apportaient la crédibilité et l'impact propagandistique de voir des uniformes allemands appelés à la reddition. Le symbolisme visuel du comité fut calculé minutieusement. Les couleurs choisies, noir, blanc et rouge, étaient celles de l'Allemagne impériale antérieure à la République de Weimar, non celles du drapeau soviétique ni celles du Parti communiste allemand. L'objectif était de faire appel au sentiment patriotique allemand traditionnel, non au communisme international. Le nom même évitait toute référence socialiste. Comité national pour une Allemagne libre sonnait comme une résistance patriotique, non comme un agent soviétique. Cette construction soigneuse ne trompa personne, ou presque personne. Les prisonniers allemands qui arrivaient dans les camps savaient parfaitement ce qu'était le comité et qui le finançait. La majorité refusa de collaborer. Ceux qui le firent furent une minorité, quoique une minorité au nom retentissant. Walter von Seydlitz-Kurzbach, qui avait commandé le Lee-Corps à Stalingrad et qui devint président de la Ligue des officiers allemands liés au comité. Plusieurs autres généraux capturés. Et finalement, Paulus. La différence entre l'adhésion de Seydlitz et celle de Paulus est significative. Seydlitz se joignit tôt, en 1943, peu après la capture, mu par la conviction que Hitler détruisait l'Allemagne et qu'il fallait faire quelque chose. C'était un homme plus impulsif, plus disposé au geste. Paulus attendit 16 mois avant de franchir le pas. Ces 16 mois de silence suggèrent que la décision ne fut pas prise à la légère. Ce que les deux partageaient était la connaissance directe de l'abîme entre les promesses de Hitler et la réalité du front. Tous deux avaient demandé des renforts qui n'arrivèrent pas. Tous deux avaient envoyé des rapports sur la situation réelle qui furent ignorés. Tous deux avaient vu leurs soldats mourir dans des conditions que le commandement suprême aurait pu éviter s'il avait pris des décisions différentes.
Cette expérience partagée rendait plus facile, quoique pas complètement libre, la décision de parler. Pour les Allemands sur le front occidental qui écoutaient les transmissions du comité en 1944, la voix de Paulus était un argument puissant. Ce n'était pas un communiste, ce n'était pas un exilé qui n'avait jamais combattu, c'était le feld-maréchal qui avait été à Stalingrad, qui savait ce que la guerre coûtait en chair et en os, et qui disait que tout cela avait été inutile. La propagande soviétique l'utilisa exactement ainsi, comme le témoignage de quelqu'un qui avait été à l'intérieur. Ce que la propagande ne disait pas, et ce que les historiens postérieurs souligneraient, c'est que les conditions dans lesquelles Paulus faisait ses déclarations n'étaient donc pas exactement celles d'un homme libre parlant par conviction propre. C'était un prisonnier de guerre dont le traitement dépendait de l'utilité que les soviétiques lui trouvaient, dont la famille en Allemagne subissait des représailles du régime nazi, précisément en raison de son absence de suicide à Stalingrad, et dont la position dépendait du maintien d'un récit qui convenait à ses ravisseurs. Tout cela ne signifie pas nécessairement que les déclarations étaient fausses dans leur contenu. Cela signifie que le contexte rendait impossible de savoir avec certitude quelle part relevait de la conviction et quelle part relevait de l'adaptation stratégique aux circonstances. Paulus lui-même, des années plus tard à Dresde, lorsque son fils l'interrogeait sur ces années, ne semblait pas distinguer clairement entre les deux choses. Peut-être parce que la distinction, vécue de l'intérieur, n'était pas si nette. Nuremberg. En janvier 1946, Friedrich Paulus fut transféré de l'Union soviétique à Nuremberg. Le transfert fut maintenu secret jusqu'au dernier moment, dans le cadre d'une opération propagandistique parfaitement calculée par le parquet soviétique. Les procès de Nuremberg, qui avaient commencé en novembre 1945, étaient le premier tribunal international de l'histoire créé pour juger les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Les principaux accusés comprenaient Göring, Keitel, Jodl, Ribbentrop et 12 autres hauts dirigeants du Troisième Reich. La procédure combinait 4 délégations de procureurs, l'américaine, la britannique, la française et la soviétique, et chacune présentait sa partie du dossier. Le parquet soviétique était dirigé par le lieutenant-général Roman Rudenko. Sa stratégie pour la phase où il lui revenait de présenter des preuves sur la guerre d'agression contre l'Union soviétique incluait un témoin à l'impact maximal, le maréchal capturé à Stalingrad, l'homme qui avait collaboré à la planification de l'opération Barbarossa, comparaissant devant le tribunal comme témoin de l'accusation. L'effet fut exactement celui que les soviétiques avaient calculé. Lorsque Paulus entra dans la salle du tribunal le 11 février 1946, la salle devint silencieuse. Les accusés le regardèrent avec un mélange d'incrédulité et d'hostilité. Göring, qui jusque-là avait maintenu une maîtrise presque théâtrale des procédures, perdit momentanément sa contenance. Paulus témoigna pendant plusieurs heures. Il décrivit avec précision technique les préparatifs de l'invasion de l'Union soviétique, confirmant qu'il s'agissait d'une guerre d'agression planifiée bien avant qu'il n'existât aucune provocation soviétique. Il identifia Keitel, Jodl et Göring comme les principaux responsables des décisions qui conduisirent à la guerre. Il parla des ordres criminels qu'il avait connus pendant la campagne. L'ordre des commissaires, qui ordonnait de fusiller les officiers politiques soviétiques capturés. L'ordre du 13 mai 1941 qui soustrayait les civils dans les territoires occupés à la protection des tribunaux militaires. Son témoignage fut présenté par les soviétiques comme une preuve irréfutable du caractère criminel de la planification allemande. Les avocats de la défense tentèrent de le discréditer en soulignant qu'il était un prisonnier de guerre dont les déclarations avaient été obtenues dans des conditions de captivité. Paulus maintint sa position avec calme. Lorsqu'on lui demanda si son témoignage avait été préparé avec les soviétiques, il affirma qu'il avait déclaré ce qu'il connaissait de première main. Ce qui est historiquement certain, c'est que, indépendamment des motivations de Paulus, le contenu factuel de son témoignage était précis. Les documents trouvés après la guerre confirmèrent point par point ce qu'il avait décrit. L'opération Barbarossa fut effectivement une guerre d'agression planifiée. Les ordres criminels existèrent. Keitel et Jodl furent jugés, condamnés à mort et exécutés. L'effet du témoignage de Paulus sur les accusés eux-mêmes fut notable. Göring, qui avait un talent exceptionnel pour le débat et la contre-offre verbale, qualifia Paulus de traître.
En privé, selon les registres des psychologues qui travaillaient avec les accusés, l'apparition de Paulus fut l'un des moments qui affecta le plus le moral du groupe. Voir un maréchal allemand, en uniforme, témoigner contre ses anciens compagnons était quelque chose auquel aucun d'entre eux n'était préparé. Après le témoignage, Paulus retourna en Union soviétique. Les procès continuèrent jusqu'en octobre 1946. 12 accusés furent condamnés à mort, parmi eux Göring, Ribbentrop, Keitel et Jodl. Göring se suicida la nuit précédant l'exécution. Les autres furent pendus dans le gymnase de la prison de Nuremberg le 16 octobre 1946. Paulus avait espéré que sa collaboration avec les soviétiques écourterait sa captivité. Il n'en fut pas ainsi. De retour en Union soviétique après Nuremberg, il vécut d'abord dans une datcha dans les environs de Moscou. Il avait accès à des livres, pouvait écrire, recevait des visites d'autres prisonniers allemands, et les soviétiques le traitaient avec une courtoisie qu'il ne fallait pas confondre avec la liberté. Ses demandes répétées pour retourner en Allemagne, ou au moins pour recevoir des visites de sa famille, furent ignorées ou reçurent des réponses sous forme de vagues promesses. Staline ne consentit jamais à le recevoir personnellement. C'étaient les années de la guerre froide. Paulus, avec sa connaissance des plans militaires allemands et sa disposition à collaborer avec le régime soviétique, était un atout qu'il ne convenait pas de libérer avant l'heure. Les soviétiques avaient investi considérablement dans la construction de sa crédibilité comme voix anti-nazie. Le relâcher signifiait renoncer à cet atout. Pendant ces années de longue captivité, Paulus continua d'écrire. Il rédigea des mémoires et des analyses militaires, dont certaines furent exploitées par les soviétiques pour leurs propres études historiques. Il collabora comme consultant à une production cinématographique soviétique. Le film de Vladimir Petrov sur la bataille de Stalingrad, sorti en 1949. C'était un exercice singulier, l'homme qui avait perdu la bataille conseillant la version cinématographique soviétique de sa défaite. C'est aussi pendant ces années que moururent les personnes les plus proches de lui. Son fils Friedrich était mort au combat à Anzio, en Italie, en février 1944, tandis que son père était encore prisonnier en Union soviétique et venait de rejoindre le Comité national pour une Allemagne libre. Son épouse Helena Constance, qui avait refusé de changer de nom de famille malgré les pressions de la Gestapo, mourut à Baden-Baden en 1949, sans avoir revu son mari depuis l'été 1942. Paulus ne put assister à l'enterrement. Il ne put lui faire ses adieux. La nouvelle arriva par des canaux officiels soviétiques. Il y a dans cette image quelque chose qui résiste à toute analyse politique ou historique. Un homme à qui l'on interdit d'enterrer son épouse parce que les soviétiques n'ont pas fini de lui trouver une utilité. La mort de Staline en mars 1953 changea la situation. Le nouveau leadership soviétique, cherchant à redéfinir les relations avec l'Allemagne d'après-guerre, commença à libérer des prisonniers de guerre allemands de manière accélérée. En 1953, Paulus fut l'un des premiers à recevoir l'autorisation de sortir de l'Union soviétique. La majorité des prisonniers allemands ne seraient rapatriés qu'en 1955 et 1956. Le choix de la destination ne fut pas fortuit, ni complètement le sien. Dresde. La vie de Paulus à Dresde, entre 1953 et 1957, comporte des dimensions que le récit officiel, aussi bien soviétique qu'occidental, tendait à ignorer. La première dimension est celle de la surveillance. La Stasi, le ministère pour la sécurité de l'État de la RDA, avait un intérêt direct pour ce que Paulus faisait, disait et écrivait. Il n'était pas exactement un prisonnier, il pouvait se déplacer dans la ville, recevoir des visites, travailler à l'Institut. Mais il n'était pas non plus un citoyen libre. Ses conversations avec des visiteurs venus de l'extérieur, y compris celles de son fils Ernst Alexander, qui voyageait depuis l'Allemagne de l'Ouest, étaient surveillées. Sa correspondance passait par des filtres. Les mémoires qu'il était en train d'écrire étaient connues des autorités et il existait une attente implicite que le texte final servirait les intérêts de l'État. Cette présence constante de l'appareil de surveillance explique en partie pourquoi les déclarations publiques de Paulus dans ces dernières années sont parfaitement alignées sur le récit officiel de la RDA. Dans sa version des événements, Hitler et le haut commandement nazi étaient les seuls responsables de la catastrophe. Les généraux qui avaient obéi comme lui-même étaient les victimes d'un système qui ne leur laissait pas d'alternative.
La RDA, appuyée par l'Union soviétique, représentait le dépassement de ce système. C'était un récit qui fonctionnait pour tous les impliqués et que Paulus avait très peu de raisons de contredire publiquement, même s'il avait voulu le faire. La deuxième dimension est celle du travail intellectuel réel. Entre les obligations de propagande et la surveillance permanente, Paulus travailla effectivement à l'Institut de recherche historique militaire avec quelque chose qui ressemblait à de la rigueur académique. Il interrogea des survivants. Il révisa des documents. Il analysa les décisions opérationnelles de la campagne de l'Est depuis une perspective technique. Le matériel qu'il produisit durant ces années, et que son fils continua à organiser après sa mort, possède une véritable valeur historique indépendamment de son contexte politique. Une partie de ce matériel fut utilisée par les Soviétiques et la RDA pour leurs propres récits historiques. Une partie fut incorporée dans le livre posthume, édité par Ernst Alexander. Et une partie demeure dans des archives qui n'ont pas été complètement étudiées, réparties entre les fonds de la famille Paulus, les archives de la RDA et, comme l'indique le propre prologue du livre, des copies qui restèrent en Union soviétique. La troisième dimension est personnelle et familiale. À Dresde, pour la première fois depuis 1942, Paulus put voir régulièrement son fils Ernst Alexander. Les conversations qu'ils eurent durant ces 3 années, de 1953 à 1956, constituent le noyau du livre publié après sa mort. C'étaient des conversations dans lesquelles un vieil homme malade tentait d'expliquer à son fils adulte les décisions qu'il avait prises, les échecs qu'il ne pourrait jamais réparer et la vision du monde à laquelle il était parvenu après tout cela. Ernst Alexander Paulus était un homme de 40 ans lorsqu'il passa ses après-midi avec son père dans la villa de Dresde. Il était officier retraité, survivant de la guerre sur le front, et quelqu'un qui avait vécu directement les conséquences des actions de son père. Son arrestation par la Gestapo en 1944, la mort de son frère Friedrich à Anzio, la mort de sa mère en 1949. Ce n'était pas un interlocuteur impartial, mais ce n'était pas non plus un hagiographe dépourvu d'esprit critique. Le livre qu'il édita en 1960 tente, avec des résultats variables, de séparer ce que son père disait de ce qu'il pensait lui-même de ce que son père disait. Friedrich Paulus arriva à Dresde en 1953, non pas en Allemagne de l'Ouest, où vivait une partie de sa famille et où le gouvernement d'Adenauer construisait une nouvelle démocratie au sein de la sphère occidentale, mais en République démocratique allemande, l'État satellite soviétique qui occupait la zone orientale du pays. C'était un choix qui, pour beaucoup de ses connaissances à l'Ouest, confirmait les soupçons sur le degré réel de sa conversion à la pensée soviétique. La réalité était, comme presque tout dans la vie de Paulus, plus compliquée. Selon les témoignages de son fils Ernst Alexander, qui lui rendit régulièrement visite entre 1953 et 1956, Paulus arriva à Dresde convaincu que le communisme représentait la meilleure option pour l'Allemagne d'après-guerre. Il avait passé 10 ans en Union soviétique, en contact avec des fonctionnaires et des officiers soviétiques, lisant le marxisme, observant la manière dont les soviétiques présentaient leur système politique. Ce n'était pas exactement une conversion religieuse, mais bien une réorientation authentique de ses attentes concernant l'avenir européen. Le Paulus qui arriva à Dresde en 1953 n'était pas le même général d'état-major qui avait planifié Barbarossa en 1940. En même temps, il y avait quelque chose dans sa situation en RDA qui le distinguait radicalement d'un citoyen libre. La Stasi, la police secrète de l'Allemagne de l'Est, le maintint sous surveillance constante. Ses contacts avec des visiteurs venus de l'extérieur étaient surveillés. Ses déclarations publiques étaient révisées. Il vivait dans une villa confortable, non dans un camp de travail, mais pas non plus dans une liberté réelle. Il travailla comme chef civil de l'Institut de recherche historique militaire de la RDA. C'était une fonction académique qui lui permettait de poursuivre son travail d'analyse de la Seconde Guerre mondiale, d'interroger des témoins, de réviser des documents. Elle permettait aussi aux autorités de la RDA de l'utiliser sur le front de la propagande. Le feldmaréchal qui s'était rendu à Stalingrad et avait témoigné à Nuremberg contre les criminels nazis était un symbole utile pour un État qui construisait sa légitimité sur le récit antifasciste. Il apparut dans quelques conférences publiques. Il donna des interviews à des médias contrôlés par l'État. Il parla de Stalingrad depuis une perspective qui soulignait la culpabilité de Hitler et du haut commandement nazi
et qui minimisait les questions sur ses propres décisions pendant l'encerclement. C'était un récit qui convenait aux soviétiques, convenait à la RDA et lui permettait à lui de placer les faits dans un cadre qui se révélait plus supportable. À Dresde, il retrouva aussi son fils Ernst Alexander, qui devint son principal interlocuteur durant ces dernières années. Le fils lui lut des parties des mémoires qu'il avait écrites en captivité. Il l'interrogea sur les décisions de Stalingrad. Il lui demanda des explications sur les ordres auxquels il avait obéi et ceux auxquels il avait désobéi. Ces conversations, notées par Ernst Alexander, forment la base d'une partie du livre « Stalingrad et moi », publié en 1960. Mais le temps s'épuisait. À la fin de 1955, les médecins diagnostiquèrent à Paulus une sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative qui détruit progressivement les cellules nerveuses contrôlant le mouvement. La paralysie progressa durant 1956. À l'automne de cette année-là, il pouvait à peine bouger. La maladie n'a pas de remède. Le 1er février 1957, Friedrich Paulus mourut dans une clinique de Dresde. C'était le 14e anniversaire de la reddition de la 6e armée à Stalingrad. La date ne fut pas une coïncidence. Les dates le sont rarement lorsqu'il s'agit de Friedrich Paulus. La captivité. L'héritage de Paulus est une question qui n'a pas de réponse unique, et cela fait partie de ce qui le rend fascinant d'un point de vue historique. La première question non résolue est la plus évidente. Il aurait dû essayer. La rupture de l'encerclement de Stalingrad en décembre 1942, lorsque Hoth était à moins de 50 km, était un pari risqué mais pas impossible. Des années plus tard, le général Hoth affirmerait qu'à ce moment-là, il croyait qu'elle était viable, que la fenêtre existait. Manstein laisserait entendre dans ses mémoires qu'il aurait soutenu la décision si Paulus avait pris l'initiative, bien qu'il n'ait jamais donné l'ordre direct. Les critiques soulignent qu'à ce moment-là, Paulus avait une autonomie morale suffisante, suffisamment de preuves que les promesses d'Hitler sur le ravitaillement aérien étaient fausses, et suffisamment d'informations sur la souffrance de ses troupes pour agir unilatéralement. Les défenseurs de Paulus signalent ce que l'on ne souligne généralement pas, que la rupture de l'encerclement dans ces conditions aurait exigé d'abandonner des dizaines de milliers de blessés et de malades qui ne pouvaient pas se déplacer, qu'elle aurait impliqué l'effondrement du flanc sud et possiblement l'encerclement du groupe d'armée A dans le Caucase, et que l'idée qu'un général d'état-major pouvait évaluer correctement ses conséquences depuis l'intérieur de l'encerclement sans information fiable sur l'état du reste du front est discutable. L'obéissance aux ordres dans ce contexte n'était pas simplement de la lâcheté, c'était aussi la conséquence logique d'un système militaire qui, pendant des décennies, avait formé ses officiers à ne pas agir sans autorisation explicite. La deuxième question non résolue est celle de la conversion. Le débat sur la question de savoir si Paulus se convertit véritablement à la pensée pro-soviétique ou s'il adapta simplement son discours aux circonstances de sa captivité ne s'est jamais clos. La réponse la plus honnête est probablement que ce fut les deux choses à la fois. Quelqu'un qui passe 10 ans sous la tutelle soviétique, qui voit ses demandes de retour en Allemagne refusées à plusieurs reprises, qui sait que toute manifestation de dissidence prolongerait sa captivité indéfiniment, a de puissantes raisons d'adopter le discours que ses geôliers veulent entendre. En même temps, son adhésion au Comité national en août 1944 eut lieu après l'attentat du 20 juillet, lorsque les conséquences pour sa famille avaient déjà commencé, et lorsqu'un regard réaliste sur la situation militaire allemande ne laissait guère de doute sur l'issue de la guerre. Un homme qui avait planifié la campagne de l'Est savait mieux que la plupart ce qu'impliquaient les avancées soviétiques de 1944. La troisième question, peut-être la plus intéressante d'un point de vue psychologique, est celle du tic nerveux. Les témoignages de ses contemporains décrivent que le tic sur la joue gauche de Paulus, apparu pendant les années de la guerre, s'intensifia pendant l'encerclement et ne disparut jamais complètement. Son fils l'observa lors de ses visites à Dresde entre 1953 et 1956. C'était un symptôme physique de quelque chose qui n'avait pas de nom clinique précis à l'époque. Le poids accumulé d'avoir envoyé à la mort des dizaines de milliers d'hommes, d'avoir obéi à des ordres qu'il savait inhumains, d'avoir été pendant des années l'instrument humain d'une catastrophe qu'il avait lui-même contribué à construire. Le tic ne l'absout pas. Il ne le condamne pas non plus. Il signale simplement que Friedrich Paulus, contrairement à beaucoup de ses contemporains,
ne fut pas capable de traiter sa participation à la guerre sans qu'elle laisse des traces visibles dans son corps. Lorsque les soldats soviétiques entrèrent dans le sous-sol de l'Univermag le 31 janvier 1943, ils trouvèrent un homme qui physiquement ressemblait à peine au général qui était arrivé à Stalingrad à l'été 1942. Paulus avait drastiquement maigri pendant l'encerclement. Le tic sur la joue gauche était continu. Il avait la dysenterie, la maladie russe qui frappait depuis des mois les hommes de la 6e armée et qui, dans les dernières semaines de l'encerclement, avait encore réduit davantage ses forces. Ses aides décrivirent que, dans les derniers jours, il dormait à peine. Les premiers interrogateurs soviétiques trouvèrent un prisonnier qui répondait avec une courtoisie formelle, donnait ses données militaires et refusait de dire quoi que ce soit qui puisse nuire aux troupes allemandes encore au combat. C'était le comportement correct selon tous les codes militaires de l'époque, et les soviétiques, qui avaient de l'expérience avec les prisonniers de haut rang, ne le pressèrent pas. Ils le transférèrent rapidement dans un camp spécifique pour officier à Krasnogorsk, dans les environs de Moscou. Le contraste avec le destin de ces soldats était brutal. Tandis que Paulus voyageait en train, avec un confort relatif vers l'ouest, les colonnes de prisonniers allemands marchaient à pied vers l'est dans des conditions qui en tueraient la moitié en quelques semaines. Cette asymétrie, que Paulus connut progressivement à travers les rumeurs qui circulaient dans le camp d'officiers, serait l'un des facteurs qui pèserait dans sa réflexion ultérieure sur la guerre et ses conséquences. Dans le camp de Krasnogorsk, Paulus se retrouva avec d'autres généraux capturés à Stalingrad et dans des batailles antérieures. C'était un groupe hétérogène, allant des nazis convaincus jusqu'aux critiques amères d'Hitler, la majorité se trouvant dans une zone grise d'obéissance habituelle et de mécontentement latent. Les conversations entre eux étaient le principal divertissement et aussi, comme tout le savaient, le principal objet de la surveillance soviétique. Les prisonniers qui collaboraient pouvaient informer sur les attitudes des autres. Ceux qui ne collaboraient pas pouvaient être soumis à des pressions par l'intermédiaire de la position de leurs familles en Allemagne. Paulus passa ses premiers mois de captivité à écrire. Il rédigea des analyses militaires sur la campagne de Stalingrad, sur les erreurs opérationnelles qui avaient conduit à l'encerclement, sur les failles du système de commandement allemand. Ce matériel était en partie un mécanisme de traitement psychologique et en partie, presque avec certitude, un actif que les soviétiques avaient l'intention d'utiliser. Les officiers du renseignement soviétique qui examinaient les documents pouvaient distinguer clairement entre ce qui relevait de l'analyse technique authentique et ce qui pouvait être utile à leurs objectifs. Le traitement reçu était, selon les standards de l'époque et du lieu, notable. Paulus pouvait entretenir une correspondance avec sa famille en Allemagne, bien que les lettres passent par la censure dans les deux directions. Il recevait des livres. Il avait une certaine capacité de mouvement à l'intérieur du camp. D'autres prisonniers de rang inférieur, dans des camps ordinaires, vivaient dans des conditions qui transformèrent la captivité en une seconde bataille, souvent plus létale que la première. Cette différence de traitement n'était pas désintéressée. Les soviétiques avaient investi considérablement pour maintenir en vie et dans des conditions raisonnables un homme dont la valeur propagandistique et dont la connaissance des plans militaires allemands était incalculable. Le maintenir en vie et en relative bonne santé était un investissement dont ils calculaient qu'il produirait des rendements significatifs. Ils avaient raison. Il y a une dimension de l'histoire de Paulus qui est rarement mentionnée avec la profondeur qu'elle mérite, le prix que d'autres payèrent pour sa survie. Son épouse, Helena Constance, fut convoquée par la Gestapo et poussée à changer de nom de famille. La logique était que le nom de famille Paulus était déshonoré, que le porteur représentait une menace potentielle et qu'une femme intelligente trouverait une manière de se dissocier de la honte de son mari. Helena Constance refusa. Elle mourut en 1949, sans avoir revu Friedrich depuis 1942. Dans ces dernières années, elle vécut à Baden-Baden, dans des conditions non décrites en détail par les sources disponibles, avec le stigmate d'être l'épouse du général qui ne s'était pas suicidé. Son fils Friedrich mourut à Anzio en février 1944. Il avait 25 ans. C'était le même mois où son père, en Union soviétique, était à environ 6 mois de rejoindre formellement le Comité national. Il n'existe pas de registre indiquant comment Paulus reçut cette nouvelle, ni s'il l'apprit immédiatement ou avec retard, ni ce qu'il pensa.
Son fils, Ernst Alexander, fut arrêté par la Gestapo. Selon les registres disponibles, il fut arrêté comme otage familial en 1944, après que la participation de Paulus aux transmissions anti-nazis commença à être rendue publique en Allemagne. Il fut libéré en 1945, lorsque l'effondrement du Troisième Reich rendit inutile le système des otages. Il survécut. Sa fille Olga fut également affectée. Mariée au baron von Kutschenbach, elle vécut avec le stigmate familial jusqu'à la fin de la guerre. Pour Friedrich Paulus, enfermé en Union soviétique, ses conséquences sur sa famille faisaient partie du coup de ne pas s'être suicidé. C'était un coup qu'Hitler avait délibérément calculé. Savoir que les représailles retomberaient sur les familles était une incitation supplémentaire pour que les généraux capturés préfèrent le suicide à la reddition. Dans le cas de Paulus, ce calcul n'avait pas fonctionné. Mais le prix fut payé par les autres. Cette conscience, le fait de savoir que sa survie avait un coût distribué entre des personnes qui n'avaient pas eu voix au chapitre dans la décision, est un autre des éléments qui aident à comprendre l'intensité avec laquelle Paulus continua de traiter les événements de Stalingrad pendant toute sa vie ultérieure. Ce n'était pas uniquement la responsabilité envers les soldats de la 6e armée, c'était aussi la responsabilité pour les conséquences sur sa propre famille d'une décision, celle de ne pas se suicider, qu'il avait prise seul. Il y a dans cette image l'homme qui vécut parce qu'il refusa de mourir et qui paya ce prix par la souffrance de ceux qu'il aimait, quelque chose qui résiste à toute simplification. Ce n'est pas le héros qui survécut avec honneur, ce n'est pas le lâche qui sacrifia les siens par instinct de survie. C'est un être humain dans une situation où toutes les alternatives disponibles avaient des conséquences que quelqu'un allait payer. Le procès impossible. Il existe un livre qui cristallise de manière extraordinaire le paradoxe central de la figure de Paulus. Il fut publié en 1960, 3 ans après sa mort, sous le titre « Stalingrad et moi ». Son fils Ernst Alexander Paulus l'édita à partir des notes et mémoires que le maréchal avait écrits durant la captivité soviétique, complétés par des documents et des témoignages d'autres participants à la bataille. C'est simultanément un document historique de première grandeur et une opération de défense personnelle posthume. Le livre décrit Paulus comme un homme qui ne soutint jamais véritablement le nazisme, qui annula les ordres criminels de Reichenau, qui refusa d'appliquer l'ordre des commissaires, qui signala à plusieurs reprises les faiblesses stratégiques qui menèrent à la catastrophe de Stalingrad. Tout cela est vérifiable et vrai. En même temps, le livre raconte ces mêmes événements d'une manière qui construit l'image d'un homme essentiellement passif face aux décisions que prenaient les autres, qui planifia la campagne de l'Est comme un exercice professionnel, mais n'en approuva jamais les objectifs politiques, et qui, à la fin de la guerre, prit simplement la seule décision morale disponible, témoigner contre ceux qui avaient entraîné l'Allemagne dans l'abîme. Ce que le livre ne peut pas résoudre, ce qu'aucun livre ne pourrait résoudre, c'est la question qui poursuivit Paulus pendant toute sa vie après Stalingrad, et qui se reflète dans ce tic nerveux. Quelle part de responsabilité personnelle revient à un homme qui organisa efficacement l'engrenage d'une machine destructrice sans s'identifier émotionnellement à ses fins? Paulus ne fut pas un idéologue nazi. Il n'était pas antisémite au sens idéologique explicite de Himmler ou de Goebbels. Il trouvait probablement sincèrement répugnant de nombreux aspects du régime. Il existe des preuves documentaires que c'était le cas. Il annula l'ordre de Reichenau sur le comportement dans les territoires occupés, le même ordre que Hitler avait célébré comme modèle exemplaire pour le reste de l'armée. Il refusa d'appliquer l'ordre des commissaires. Il se préoccupa des soldats individuels placés sous son commandement avec une attention aux détails qui contrastait avec l'indifférence du régime envers les vies humaines. Et pourtant, il fut l'un des architectes de Barbarossa. Il savait que c'était une guerre d'agression et la planifia malgré tout. Il commanda une armée dans cette guerre. Il obéit à des ordres qui menèrent à la souffrance et à la mort de ses propres soldats parce que les alternatives exigeaient une rébellion à laquelle sa formation et son tempérament ne l'avaient pas préparé. Et lorsqu'il parla finalement, il le fit dans un format contrôlé par les soviétiques, qui avaient leurs propres intérêts dans le récit qu'ils construiraient. Tel est le mystère insoluble de Friedrich Paulus. Il fut tout cela en même temps, et aucune de ces couches n'annule complètement les autres. L'ombre de Stalingrad. La bataille de Stalingrad se termina le 2 février 1943. Dans les années immédiatement postérieures, elle devint le symbole par antonomase du tournant de la Seconde Guerre mondiale.
le moment où la marée commença à changer et où l'avancée allemande se transforma en retraite permanente. Cette signification symbolique fit de tout ce qui entourait Stalingrad, y compris Paulus, un objet d'interprétation politique avant d'être historique. Pour le régime nazi, Paulus fut immédiatement un traître. Le récit officiel transforma la défaite en trahison. La 6e armée avait combattu héroïquement jusqu'à ce que son commandant la livre. Cette version ignorait délibérément qu'Hitler lui-même avait interdit toute tentative de rupture de l'encerclement, que les promesses de ravitaillement aérien avaient été fausses dès le début et que l'encerclement était la conséquence directe de décisions stratégiques prises au quartier général du Führer. Pour les soviétiques, Paulus fut le symbole de la victoire de Stalingrad et, par la suite, la preuve vivante que même les plus hauts officiers allemands reconnaissaient la criminalité du régime nazi. Son témoignage à Nuremberg, son adhésion au Comité national, ses déclarations depuis Dresde étaient tous des instruments dans le récit soviétique sur la guerre. Pour l'Allemagne occidentale d'après-guerre, Paulus fut longtemps une figure inconfortable. Les vétérans qui avaient combattu à l'Est et survécu trouvaient difficile de concilier l'image du général qui s'était rendu puis avait témoigné contre ses compagnons avec le récit plus confortable de soldats qui avaient accompli leur devoir dans des conditions impossibles. La question de savoir si Paulus aurait dû rompre l'encerclement en décembre 1942 devint un débat dans les cercles militaires allemands qui dura des décennies. Pour les historiens, Paulus se transforma progressivement en un cas d'étude sur l'obéissance institutionnelle, la responsabilité individuelle dans les systèmes autoritaires et les limites de la conscience professionnelle. Il ne fut ni le monstre que certains voulurent voir, ni le héros tardif que d'autres tentèrent de construire. Il fut quelque chose de plus troublant, un homme ordinairement extraordinaire pris dans des circonstances qui dépassaient la capacité de toute catégorie morale simple. Il existe une question que les historiens posent fréquemment à propos des généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale. À quel moment exact l'obéissance aux ordres cessa d'être une justification acceptable et devint complicité? Il n'y a pas de réponse claire parce que la réponse dépend de l'information que chaque personne possédait à chaque moment, des options qu'elle percevait comme réelles et de ce qu'elle était prête à risquer pour agir différemment. Paulus laissa un registre exceptionnellement détaillé de ce qu'il savait, quand il le savait et ce qu'il décida de faire de cette connaissance. Ce registre ne répond pas à la question. Il la rend plus difficile à ignorer. Il y a un détail dans le livre « Stalingrad et moi » qui capture quelque chose de fondamental sur son caractère. Dans un petit agenda à couverture marron qu'il utilisa pendant la captivité, entre des citations d'Homère et de Wilhelm Meister, Paulus copia de sa calligraphie méticuleuse des vers d'auteurs inconnus qu'il intitula lui-même « Vérification nécessaire ». Les vers demandent: si quelqu'un dit que quelque chose est vrai, demande-lui pour qui cela l'est. Si quelqu'un dit que quelque chose est bon, demande-lui depuis quand. Si quelqu'un dit que quelque chose est absolu, demande-lui pourquoi. Ce sont des vers qui invitent au doute systématique. À n'accepter aucune affirmation sans examiner ses conditions et ses limites. C'est une philosophie raisonnable pour quelqu'un voué à l'analyse militaire, où la vérification des présupposés peut être la différence entre la victoire et la catastrophe. C'est aussi, vu rétrospectivement, une ironie qui traverse toute sa vie. L'homme qui écrivit ces mots passa des décennies sans appliquer ce scepticisme aux ordres qu'il recevait. Ou peut-être les appliqua-t-il? Peut-être examina-t-il les ordres? Reconnut-il qu'ils étaient problématiques? Identifia-t-il leurs conséquences? Et leur obéit-il malgré tout parce que le système dans lequel il avait passé 40 ans de sa vie ne lui avait pas appris comment faire autre chose? Cette alternative ne l'absout pas, mais elle le rend humain d'une manière qui se révèle plus inquiétante que la pure méchanceté. La 6e armée à son apogée, lorsqu'elle avançait vers Stalingrad à l'été 1942, comptait environ 270 000 hommes. Elle comprenait 14 divisions d'infanterie, 3 divisions blindées et 3 divisions motorisées, en plus d'unités d'artillerie, de sapeurs et de soutien. C'était l'une des armées les plus puissantes que l'Allemagne avait envoyées au combat durant toute la guerre. Sur les 91 000 soldats capturés à Stalingrad, environ 45 000 moururent pendant la marche vers les camps de prisonniers dans les semaines immédiatement postérieures à la reddition. Les températures atteignaient 40 degrés au-dessous de zéro. Les prisonniers marchaient avec des vêtements conçus pour le froid de Berlin, non pour l'hiver sibérien.
Il n'y avait pas suffisamment de nourriture. Les malades et les blessés qui ne pouvaient pas maintenir le rythme de la marche restaient en arrière. Parmi ceux qui arrivèrent au camp, la plupart moururent dans les premiers mois de maladies et de faim. Au total, sur les 91 000 capturés à Stalingrad, environ 6 000 survécurent à la guerre et retournèrent en Allemagne. Le dernier prisonnier allemand de Stalingrad retournera dans son pays en 1955, 12 ans après la bataille. Avant la reddition, durant les 5 mois de la bataille proprement dite, les pertes allemandes à Stalingrad sont estimées entre 150 000 et 200 000 morts, blessés et disparus. Les pertes soviétiques dans la bataille de Stalingrad dépassèrent le million de personnes parmi les morts, les blessés et les capturés. Paulus connaissait ces chiffres. Les rapports lui parvenaient chaque jour. Il les enregistrait, les analysait, les transmettait vers le haut dans la chaîne de commandement. C'est une autre dimension du poids qu'il porta avec lui pendant le reste de sa vie. Non l'abstraction de beaucoup de morts, mais la connaissance quotidienne et quantifiée du nombre de corps qui s'accumulaient dans les ruines de cette ville. Le chiffre qui l'accompagna peut-être avec le plus d'intensité à Dresde, tandis qu'il dictait à son fils les mémoires qui seraient publiées 3 ans après sa mort, est celui des 6 000. Les 6 000 qui revinrent sur les presque 100 000 capturés. C'étaient ceux qui avaient survécu à une captivité que lui, dans des conditions radicalement meilleures, avait à peine réussi à traverser. L'héritage Friedrich Paulus mourut exactement 14 ans après la reddition de la 6e armée. La maladie qui le tua est neurodégénérative, progressive et implacable. Elle éteint les muscles un par un, en commençant par les plus éloignés du cerveau et en avançant vers ceux qui contrôlent la respiration. C'est une mort lente et pleinement consciente. Le malade conserve ses facultés mentales intactes, tandis que son corps cesse de répondre. Il est impossible de savoir ce que pensa Friedrich Paulus durant ces derniers mois, lorsque le corps qu'il avait porté avec tant de soin pendant toute sa vie, les uniformes impeccables, les bottes toujours brillantes que décrivaient ses contemporains, refusaient de lui obéir. S'il pensa aux soldats qui étaient morts dans les steppes russes, s'il pensa à Helena Constance, morte sans le revoir, s'il pensa à son fils Friedrich, mort à Anzio à 25 ans tandis qu'il signait des manifestes à Moscou, s'il pensa aux 6 000, ce qu'il laissa fut une archive, les mémoires écrits en captivité, les documents que son fils publia en 1960, les témoignages qu'il donna à Nuremberg, les annotations de ses conversations à Dresde. C'est un registre extraordinairement riche de la manière dont un homme traite la responsabilité lorsqu'il ne peut pas l'éluder. Dans l'un de ces documents, écrit en Union soviétique dans les années 40 et récupéré par son fils, Paulus tenta d'articuler son évolution politique. Il écrivit qu'avant la guerre, il avait cru, comme la majorité de ses compagnons de génération, que le problème de l'Allemagne était politique et que les militaires devaient rester à l'écart de la politique. Que l'expérience de Stalingrad puis de Nuremberg lui avait enseigné que cette séparation était une illusion, que les militaires qui prétendaient agir à l'écart de la politique n'étaient pas apolitiques mais confortablement complices. C'est une affirmation que des générations d'historiens, de philosophes politiques et de théoriciens militaires ont débattue depuis lors. Non parce qu'elle est fausse, ce qu'elle n'est probablement pas, mais parce que sa crédibilité comme leçon morale dépend de celui qui la prononce et dans quelles conditions. Lorsque c'est Paulus qui la prononce, depuis Dresde, sous la supervision de la Stasi avec le soutien du gouvernement soviétique, il devient difficile de séparer la conviction authentique du discours commode. Mais cette difficulté de séparation n'est pas uniquement le résultat des circonstances externes de Paulus. Elle est aussi le reflet de quelque chose de plus profond, que les convictions humaines se forment rarement dans des conditions de liberté absolue. Nous portons toutes les circonstances de notre formation, de notre position et de nos dépendances lorsque nous articulons ce que nous croyons vrai. Paulus les portait de manière plus visible que la plupart, parce que ces circonstances étaient plus extrêmes. Mais la différence avec le reste est de degré, non de nature. Cette difficulté, cette impossibilité de séparer complètement les différents fils qui forment la tapisserie d'une vie compliquée est peut-être l'héritage le plus durable de Friedrich Paulus. Non comme modèle de vertu, ni comme avertissement de méchanceté, mais comme exemple du fait que l'histoire réelle des personnes qui participèrent au grand drame du XXe siècle entre rarement dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Le feldmaréchal qui se rendit à Stalingrad, qui témoigna à Nuremberg,
qui vécut ses dernières années sous surveillance à Dresde et qui mourut le même jour que l'anniversaire de la reddition, fut, avant tout, un homme extraordinairement capable pris dans des circonstances extraordinairement terribles, qui prit certaines décisions justes, d'autres erronées, et d'autres qui n'admettent pas de classification simple. La ville au bord de la Volga où tout commença s'appelle aujourd'hui Volgograd. La bataille qui la transforma en symbole mondial prit fin il y a plus de 80 ans. Mais les questions qu'incarne Friedrich Paulus sur l'obéissance, la responsabilité, la conversion et le poids de ce que nous savons mais ne disons pas restent aussi actuelles que le jour où un homme grand et mince avec un tic à la joue remit son pistolet dans un sous-sol en ruine et commença le chapitre le plus étrange de sa vie. Lorsque Friedrich Paulus mourut à Dresde le 1er février 1957, il laissa derrière lui plusieurs strates de documentation que ses historiens ont dû distinguer et calibrer soigneusement. La première strate est constituée des documents écrits pendant la captivité soviétique, analyse militaire, mémoire personnelle, réflexion sur la bataille. Beaucoup de ces documents furent confisqués par les autorités soviétiques pendant la captivité, et il existe des copies dont on ne connaît pas avec certitude l'emplacement complet. Ce que Paulus put emporter avec lui à Dresde en 1953 furent remis à son fils Ernst Alexander et forment la base documentaire du livre publié en 1960. Comme le mentionne Ernst Alexander lui-même dans le prologue, il y a des raisons de croire que des copies et des photocopies du legs demeurent dans des archives soviétiques. La deuxième strate est constituée des notes et annotations prises par Ernst Alexander pendant ses conversations avec son père entre 1953 et 1956. Ce matériel est de nature différente. Ce ne sont pas les mémoires écrits par Paulus lui-même, mais une reconstruction médiatisée par la mémoire et le jugement de son fils. La distinction importe parce qu'Ernst Alexander n'était pas un témoin neutre. C'était quelqu'un qui avait subi les conséquences directes des actions de son père, qui avait ses propres opinions sur la bataille de Stalingrad et sur le comportement de Paulus pendant l'encerclement, et qui édita le matériel avec des intentions qui incluaient, sans s'y limiter, la défense de la mémoire de son père. La troisième strate est la correspondance officielle de la période 1940 à 1942, qui fut évacuée par voie aérienne lorsque la 6e armée se retrouva encerclée et que la famille conserva. Cette correspondance comprend des lettres entre Paulus et d'autres hauts commandants, des rapports et des communications qui documentent les demandes qu'il fit pendant la campagne, les renforts qu'il sollicita et ne reçut pas, les avertissements sur la faiblesse des flancs, les plaintes concernant le ravitaillement aérien insuffisant. La quatrième strate, et peut-être la plus problématique historiquement, est constituée des documents produits sous contrôle soviétique pendant la captivité. Les témoignages devant des commissions soviétiques, les déclarations signées pour le Comité national, les textes des transmissions radio. Ces documents disent des choses qui sont vérifiables et précises, mais dites dans des conditions qui rendent impossible de calibrer exactement quelle combinaison de convictions authentiques et d'adaptations stratégiques il y a dans chaque paragraphe. L'historien qui travaille avec ces sources doit opérer constamment avec la conscience qu'aucune d'elles n'est complètement transparente. Les mémoires écrits en captivité étaient soumis à la révision soviétique. Les notes des conversations avec le fils étaient filtrées par la perspective d'un homme qui voulait rendre justice à la figure de son père. La correspondance officielle fut sélectionnée et évacuée selon des critères que nous ne connaissons pas en détail. Et les documents soviétiques ont le biais structurel d'avoir été produits par un prisonnier entre les mains de son ravisseur. Cela ne signifie pas que l'histoire de Paulus soit irréconstructible. Cela signifie qu'il faut la reconstruire avec une conscience permanente des limites des sources, avec la modestie de celui qui sait que certaines questions fondamentales n'ont pas de réponse définitive. Ce qui peut être dit avec certitude, c'est que Friedrich Paulus exista, qu'il prit des décisions qui eurent des conséquences massives, qu'il vécut avec ces conséquences pendant 14 ans de captivité et 4 ans de semi-liberté surveillée, et qu'il mourut le même jour où la bataille qui le rendit célèbre prit fin, 14 ans auparavant. Cette symétrie de date, le 1er février comme jour de la reddition et jour de la mort, est un fait vérifiable et sans interprétation nécessaire. Cela arriva, et cela arriva sans que personne ne le planifie. L'histoire a cette habitude de produire des coïncidences qu'aucune fiction n'oserait inventer. Il reste une dernière observation sur Friedrich Paulus qui mérite attention.
Il fut, pendant toute sa vie professionnelle, un homme qui crut profondément en la documentation, dans le registre précis, dans l'importance que les faits soient consignés par écrit avec exactitude. Il passa des décennies à rédiger des mémoires, des analyses et des réflexions sur ce qu'il avait vécu. Il avait confiance dans le fait que ce registre, s'il parvenait à être rendu public avec suffisamment d'honnêteté, permettrait à la postérité de comprendre ce qui s'était produit et de le juger avec plus d'équité que celle qu'il espérait trouver de son vivant. En ce sens, le livre publié 3 ans après sa mort fut exactement ce qu'il avait recherché, non une absolution, mais un dossier complet que d'autres pourraient examiner et sur lequel ils pourraient former leur propre jugement. Que ce jugement continue d'être débattu des décennies plus tard est, à sa manière, le tribut le plus fidèle à ce qu'il fut. Une figure qui ne se laisse pas réduire, qui dérange les conclusions faciles et qui demeure dans la mémoire historique non comme réponse mais comme question ouverte.